Alors, bonjour à tous. Merci d'être tous présents pour notre webinaire sur les workflows. J'espère que vous n'avez pas trop chaud cette semaine de canicule. Aujourd'hui, on va parler de workflow et d'automatisation des processus parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup, mais qui peut rester parfois assez flou ou qui peut être perçu un petit peu comme complexe. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre tout ça plus concret. Pendant les premières minutes, on va parler un petit peu théorie. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'un workflow, quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer, euh, pourquoi l'automatisation aujourd'hui, elle devient un vrai levier d'efficacité. Et dans un second temps, Alexandre nous présentera dans notre petit méridien vendu par Accruent une démonstration du coup plus concrète d'un workflow. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il n'y en a pas beaucoup là dans les participants. Je fais un petit rappel, du coup, nous, on existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui. On est une quinzaine de collaborateurs. Aujourd'hui, notre activité est principalement dédiée à la GED technique. Voilà, on est spécialiste dans les environnements qui sont industriels complexes, avec la maîtrise des documents techniques, les plans, les schémas, etc. On fait des intégrations avec des systèmes métiers, donc c'est CAO, GMAO, ERP, SIG. On prend bien sûr en compte tout ce qui est exigence de traçabilité, de conformité réglementaire, et on fait des migrations entre systèmes en plus de toute la partie conseil que nous proposons. Pour introduire un petit peu tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui où les processus reposent encore sur des échanges qui sont manuels. Donc voilà, on va envoyer un mail pour demander une validation, on va attendre le retour, après on va relancer, on va transférer les infos un petit peu d'une personne à une autre. Et c'est vrai que très vite, il y a des questions qui peuvent apparaître. Voilà, qui doit intervenir quand? Est-ce que le document il est bloqué? Ok, où est-ce qu'il est bloqué? Est-ce que tout le monde travaille sur la bonne version? Et c'est vrai que ça va finir par créer des oublis, très souvent des retards et des doublons. Et du coup, tout ça va engendrer un manque de visibilité en fait globale sur l'ensemble du processus. Donc le problème, il va pas venir finalement des personnes, hein. Il vient surtout du fait que les processus, ils dépendent encore beaucoup aujourd'hui d'actions qui sont manuelles. Euh, donc voilà. Et c'est vrai que la notion là de workflow peut intervenir chez des processus qui vont intervenir, mais c'est vrai que souvent ils sont pas structurés ou automatisés. Bon, là, ils vont exister, comme je le disais, dans des habitudes, dans les mails, dans les échanges informels. Mais dès qu'une personne va oublier une étape ou va partir en congé ou change de poste, le processus va devenir plus fragile. Donc aujourd'hui, voilà, le but, c'est pas de compliquer le travail, c'est au contraire de le rendre des processus plus fluides, plus fiables et plus visibles. On va passer une petite définition d'un workflow. Concrètement, qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est une suite d'étapes qui vont être organisées et qui vont permettre de structurer et d'automatiser un processus. Donc à chaque étape, on va retrouver très généralement un ou plusieurs intervenants, des actions à réaliser, souvent c'est une par étape, et lorsque c'est pertinent, les automatisations qui facilitent aussi le traitement. Et il y a bien sûr des règles à respecter suivant les étapes. Donc l'objectif, c'est de s'assurer que chaque action est réalisée par la bonne personne au bon moment, tout en garantissant la traçabilité du processus. Donc un workflow, c'est bien, mais dans quelle situation on peut le mettre en place? Donc ça peut être dans de nombreux contextes métiers, finalement. Par exemple, pour une validation documentaire, pour le traitement des factures, pour des demandes d'achat, de la gestion qualité ou encore la gestion des non-conformités. Il y en a bien sûr plein d'autres, mais c'est vrai que généralement, ce sont ces cas-là. On va voir le rôle des utilisateurs parce que suivant les processus, il y a différents rôles qui peuvent intervenir. Donc on va retrouver notamment le demandeur qui initie la demande ou le processus, l'approbateur qui valide ou refuse une étape, le relecteur ou vérificateur qui va contrôler le contenu avant la validation, le contrôleur documentaire qui s'assure de la conformité des versions et de la diffusion des documents, l'administrateur du workflow, c'est celui qui va configurer les circuits et les droits. On peut aussi avoir l'observateur,
donc consulteur. C'est une personne qui va suivre le processus sans action. Voilà, il ne va pas spécialement intervenir. Et enfin, on peut aussi avoir l'auditeur ou le responsable qualité qui va lui vérifier au niveau de la traçabilité, de la conformité du processus. Donc bien sûr, une même personne peut cumuler plusieurs rôles suivant l'organisation. Voilà. Donc le principe d'un workflow très simple. Donc un document est déposé dans la GED, technique ou pas. On va automatiquement avoir une notification qui va être envoyée à là où les personnes hein, qui vont être concernées pour les informer qu'une action est attendue. L'intervenant ensuite va réaliser son action, donc validation, modification, contrôle ou voilà, toute autre tâche qui est prévue dans le processus. Une fois que cette étape est terminée, le workflow il va poursuivre son automatisation dans son parcours. Donc, il peut envoyer une nouvelle notification, passer à l'étape suivante ou déclencher une autre action automatiquement. En fait, le workflow il va permettre d'encadrer, de sécuriser, d'automatiser le parcours d'un document ou d'une information tout au long du cycle de vie de ce dernier. On a d'ailleurs fait un webinaire il y a quelque temps sur le cycle de vie d'un document, si ça vous intéresse d'aller le revisionner sur YouTube. Il est disponible. Donc voici un exemple d'un workflow simple, voilà, avec les différentes étapes euh, qui en résultent. Il y a cependant quelques points de vigilance qu'on a mis en avant ici lorsqu'on met en place un workflow, parce que le but, comme je le disais au tout début, c'est pas de complexifier le processus. Donc plus il y a d'étapes et d'intervenants, plus le workflow risque de devenir lourd et difficile à suivre. Il faut faire attention à ne pas le complexifier inutilement. Il faut également éviter les goulots d'étranglement. Donc, par exemple, une validation bloquée par une seule personne, ça peut ralentir l'ensemble du processus. On peut aussi prévoir des cas particuliers, par exemple s'il y a des absences, des refus, des retours en arrière, des changements d'intervenants. Le workflow il doit pouvoir gérer ces situations, s'adapter. Bien sûr, maintenir une bonne traçabilité. Chaque action doit pouvoir être retracée pour faciliter pardon, le suivi et les audits. Ensuite, identifier clairement les rôles et les responsabilités afin que voilà, chaque acteur puisse savoir ce qu'il doit faire et à quel moment. Il faut que ce soit clair et défini. Dans cette définition, il y a aussi la définition des règles de gestion qui doit être cohérente. Voilà, donc les conditions de validation, les délais, les exceptions, tout doit être clairement établi pour que ce soit le plus clair possible. Au niveau des notifications, ça ne sert à rien d'en avoir trop. Il faut les limiter, les contrôler. Parce que voilà, par exemple, trop de notifications, ça peut entraîner l'effet inverse, ça peut être ignoré par les utilisateurs. Quand on reçoit trop souvent la même information, on se dit oui, oui, et du coup, ben, l'information passe à la trappe. Et bien sûr, tester le workflow avant sa mise en production, c'est mieux, pour vérifier que toutes les étapes s'enchaînent correctement et que les règles fonctionnent comme prévu. Une fois qu'on a passé un petit peu tous ces points de vigilance, on va passer aux bénéfices, bien sûr, qui en résultent. Bon, bah, tout d'abord, c'est un gain de temps. Je pense que là-dessus, c'est le principal avantage, vu qu'on va réduire les tâches qui vont être répétitives et les relances manuelles. Tout est automatisé, donc il y a un gain de temps qui va se faire. Ensuite, une réduction des erreurs. Le système, il guide en fait automatiquement les étapes du processus. Donc, il y a une meilleure traçabilité. On va savoir qui a fait quoi, quand, dans quel ordre. Autre avantage aussi, la visibilité. On peut voir immédiatement où en est le dossier, dans son cycle de vie ou un document. Et surtout, l'automatisation va sécuriser le processus, encore une fois. C'est vrai que c'est un point qui est assez important, puisque quand on automatise, ça ne veut pas dire supprimer l'humain. C'est l'humain qui va garder la décision, bien sûr, mais ça sécurise l'enchaînement en fait des étapes. Donc, lorsqu'on met en place des workflows, ça va nous permettre d'avoir des indicateurs de pilotage dans le cadre de projets, par exemple. Les workflows, en fait, ils vont permettre de produire des indicateurs. Donc, par exemple, on peut voir le nombre de documents qui sont en cours de vérification, qui sont validés. On peut voir combien il y a de tâches en attente, les validations qui ont été faites, si la charge de travail est bien gérée, si elle est élevée, etc.
Aussi par rapport à la qualité et la conformité, on peut voir ce qu'il en est et au temps des délais, au niveau des délais. Donc c'est vrai que c'est assez complet quand même. Ça permet d'avoir un vrai suivi, dans le cadre de projets. Je vais parler un petit peu maintenant de la collaboration séquentielle et de la collaboration enfin de l'ingénierie, simultanée. Donc tout d'abord la collaboration séquentielle. Le principe, c'est assez simple finalement. C'est que les acteurs vont intervenir les uns après les autres selon un ordre qui va être, défini. Donc chaque acteur intervient tour à tour. On va avoir toujours un historique des actions assez complet. La validation se fait étape par étape et bien sûr, il y a la possibilité d'avoir des files d'attente entre ces étapes. Donc on a une traçabilité, complète avec un historique de chaque action et la GED, en fait, elle va conserver, chaque action réalisée, ce qui va permettre de savoir qui a fait quoi, quand et sur quel document. Et en comparaison, on va avoir l'ingénierie simultanée. Donc, son principe à lui, c'est que le workflow va permettre d'orchestrer les tâches et de les faire intervenir. Donc, plusieurs acteurs pardon, en parallèle peuvent intervenir. Donc, travailler simultanément, on a toujours un historique complet des actions. Les informations sont partagées entre les intervenants. On va avoir aussi une visibilité de l'avancement du processus. Et bien sûr, vu que c'est en simultané, on va avoir une phase de recollement entre les versions, vu que c'est en parallèle, après après la première personne qui va envoyer le fichier. On a tout comme l'autre une traçabilité, voilà. Ça conserve l'historique complet des actions et des validations qui sont réalisées. Donc ce qui en résulte un petit peu de tout ça, c'est que la collaboration, peut être plus efficace. L'information est partagée en temps réel, il y a davantage de réactivité possible et surtout, on a une vision vraiment globale du projet. Dans les 2 cas, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la GED, le workflow, pardon, va assurer la traçabilité des actions via l'historique. C'est pas ça la différence. C'est surtout l'organisation, en fait, du travail qui, sera mise en place. Je vais maintenant passer la main à Alexandre, qui va nous faire une présentation du coup une démonstration d'un workflow, directement dans Meridian. La plupart d'entre vous, connaissent l'outil, puisque c'est vrai que ça reste assez théorique, mais le mieux c'est d'avoir un exemple, qui est concret. Donc on va avoir le dépôt d'un document, le déclenchement du workflow, l'envoi des notifications, sa validation, la génération automatique d'un PDF et l'archivage, et la traçabilité des actions. Voilà. Et ben c'est parti, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, lorsqu'on utilise en fait un Meridian ou tout autre GEDT, l'important, c'est vraiment d'avoir trois espaces de travail. Un premier espace, c'est la partie où on va avoir tous les documents qui sont applicables. On va avoir tous les documents en dernière révision. Et donc, on peut apparenter ça à un espace master, espace applicable. Voilà. Dans cet espace, on retrouve tous les documents directement diffusés. Un deuxième espace, qu'on peut appeler espace projet, c'est l'espace où on va faire les créations, les modifications de documents. Donc toujours contextualisé dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un DOE ou d'une étude. Dès lors qu'on va faire une modification, une création ou un document est obsolète, on va pouvoir le déplacer dans la partie archive. Donc c'est important cette partie archive puisqu'on va avoir toute la traçabilité, tout le cycle de vie du document qui est archivé dans un espace dédié. Voilà, donc je vais vous présenter la création d'un document. Donc toujours, on va partir sur un document déposé, donc toujours contextualisé, comme je le disais, on va créer un projet. On peut mettre des métadonnées sur le projet, bien sûr. Voilà. Donc une fois que le projet est créé, on va pouvoir y déposer ou créer un document. Donc là, je vais déposer un document déjà existant depuis mon poste de travail. Voilà, donc il a un certain nommage, une certaine codification. Du coup, ce qui va nous permettre de créer le document, donc je vais le créer en document de référence
pour dire que le document après ira dans la partie master. Sinon, on peut avoir des documents de projet qui ont juste vocation, dans le cadre du projet, à être créés. Mais dans ce cas-là, une fois que le projet est terminé, ils sont automatiquement archivés et ils passent pas par l'espace master. Donc, je vais créer un document de référence. Voilà. Automatiquement, on peut récupérer un certain nombre d'informations, donc soit par le biais du codage du document, soit par le biais des métadonnées qui sont dans le document. Donc là, on est sur un document DWG, on peut aller lire dans les différents blocs AutoCAD, ou ça pourrait être dans des documents Office, dans les différents champs ou attributs système. Voilà, suivant. Là, on a un certain nombre d'étapes de validation. Donc, soit c'est à la main de celui qui va initier le document pour dire qui va être en diffusion directe, soit en 2 étapes, soit en 3 étapes. Mais suivant le document, on pourrait très bien avoir euh, un calcul automatique du niveau d'approbation nécessaire pour diffuser le document. Donc là, je vais partir sur une approbation en 3 étapes. Voilà, donc avec un dessinateur, celui qui crée le document, un vérificateur et un approbateur. Voilà, donc le document est automatiquement créé dans le coffre. Il est automatiquement intégré à un flux de travail. Donc si on regarde, on retrouve le flux de travail que Mélodie a présenté tout à l'heure avec en cours de modification. Et étant donné qu'on a choisi un workflow en 3 étapes, bah, on est en cours de modification. Il va passer par l'étape de vérification et l'étape d'approbation. Bien entendu, à chaque étape de vérification, on peut refuser, dans ce cas-là, le document repart en modification. Voilà. Donc, pour passer les différentes étapes, donc là il était en modification, on va l'envoyer en vérification. Donc pareil, soit on peut avoir une notion d'affectation automatique, suivant le document, ses différentes métadonnées, on pourrait très bien avoir une affectation automatique à un groupe d'utilisateurs. Donc là, par simplicité, je vais l'affecter à moi. Pour vérif. On peut mettre un petit commentaire. Là, il est optionnel, mais on pourrait tout à fait le rendre obligatoire. Voilà, donc le document, on a un petit changement au niveau de l'icône. Il est en cours de vérification. Si on regarde au niveau du workflow, il est bien passé du coup à la 2e étape. Dès lors donc on était dans une phase de modification en passant vérification, on a une génération automatique du PDF qui est effectuée. Voilà, bon, c'est un document qui est très simple, mais l'idée, c'est vraiment, dès qu'on sort d'une phase de modification, le rendu PDF est généré, et ainsi, pour les utilisateurs qui vont vérifier ou approuver, ça leur permet d'avoir un aperçu du document au format PDF. Étant donné qu'on est passé en phase de vérification, on a un petit mail qui est envoyé à l'acteur, donc c'est un mail très simple qu'on a configuré, mais pour dire que du coup, il a une opération à faire dans Meridian avec un petit lien directement sur le document pour qu'il puisse le valider. Voilà, donc on est en étape de vérification, on va pouvoir l'envoyer en approbation. Pareil, on peut mettre un petit commentaire, vérif, OK, pour approbation. Voilà, encore une fois, si on arrive au niveau du workflow, on est en cours d'approbation et on va finaliser avec une diffusion. Voilà, approbation. OK. Voilà, donc le document, à cette étape-là, il est diffusé au sein du projet. L'idée, c'est maintenant de pouvoir le diffuser comme version applicable. Et pour cela, on a une petite option, diffuser comme révision principale. Ainsi, le document, donc une fois qu'il est diffusé, et on le retrouve dans les masters,
On a un nouveau rendu qui est généré, dans le cas où il y aurait des tampons pour dire que, ou des watermarks, enfin, tout ce qui est filigrane, pour dire que le document est correctement diffusé et applicable. Une fois que c'est fait, voilà, le document est déverrouillé, le rendu est généré, et donc on retrouve un document applicable. Si on regarde au niveau des différentes références, on retrouve le document qui était dans les projets, on va le retrouver dans les archives. Dans les archives avec toute l'arborescence pour dire bah, en quelle année il a été archivé et surtout dans quel contexte il a été archivé. Donc dans le contexte du projet 2026-0003. On retrouve toutes ces informations de métadonnées, mais également toutes les informations de diffusion et d'approbation. Donc là, on retrouve les différents acteurs. C'est moi qui ai validé aux différentes étapes, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les informations de qui a fait l'action, à quel moment, quel était le statut de la demande et bah, le petit commentaire que l'utilisateur a mis. Voilà, donc là, on a vraiment fait tout le cycle de création du document. Et inversement, donc je vais revenir sur le master. Voilà. Donc sur un document qui est existant, si on veut le modifier, bah, le principe reste le même. C'est-à-dire que on a le document qui est dans les masters, on va faire ce qu'on appelle une copie de projet. Donc on a différents types de copies de projet. Soit une copie de projet simple, donc comme Mélodie en parlait tout à l'heure, c'est plus pour de l'ingénierie simultanée. Donc du coup, on va pouvoir créer plusieurs copies de projet dans différents projets, ou on va faire une copie de projet avec verrouillage. Et dans ce cas-là, en fait, le document master, il va être verrouillé. C'est-à-dire que une fois que la première personne va l'avoir récupéré, les autres personnes pourront pas le récupérer ou alors seront en liste d'attente. Voilà, donc quand on fait une copie de projet, toujours dans le contexte d'un projet, modification, voilà. Le document est intégré au projet, donc là j'ai intégré dans le même projet de travail, et du coup à partir de là, on va pouvoir lancer le workflow. Et du coup, bah, on est reparti pour un tour avec les différentes validations, vérifications et approbations. Voilà, et pareil, diffusion vers les masters. Et voilà, ça va être tout pour moi. Super. On arrive, nous, au bout de notre présentation sur ce sujet. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le petit encadré questions et réponses qui se trouve en bas. Je vais attendre quelques minutes le temps que vous posiez vos éventuelles questions. Euh, Comme ça, on pourra y répondre en direct. Et sinon, bien sûr, on reste disponible et dans tous les cas, Alexandre et moi, on se tient par mail ou par téléphone disponible pour échanger sur le sujet. J'attends de voir quelques une petite minutes. Euh, Alors, il y a deux questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut modifier un workflow une fois qu'il est en place? Alors, oui, c'est possible de modifier un workflow, mais ça reste quand même assez compliqué dans le sens où, voilà, s'il y a des documents qui sont à une certaine étape et que, par exemple, cette étape, elle est supprimée, il va y avoir une réaffectation à faire pour que le workflow continue de fonctionner, finalement. Ça peut toujours être perturbant pour les utilisateurs d'être habitués à un certain flux de travail et du coup, bah, le fait de le changer, ça a un impact Mm. aussi au niveau de l'organisation. Donc, une modification de workflow, ça reste quand même pas anodin, on va dire. Ouais, faut bien y réfléchir. Mm.
Et une autre question également, qu'est-ce qui se passe si un utilisateur est absent ou ne traite pas sa tâche? Il y a plusieurs solutions qui peuvent être mises en place suivant le besoin. Si par exemple la personne ne traite pas sa tâche, il peut avoir des relances possibles. Donc c'est le fait d'envoyer des relances automatiques ou de définir des délais avec des notifications. Et si une personne est absente, dans ce cas-là, il faut mettre en place un système de délégation. Voilà, donc réaffecter la tâche à un autre utilisateur, désigner un remplaçant. L'objectif, c'est d'éviter que le processus reste bloqué, en fait. Donc, réattribuer, ou, déléguer ou mettre en place des délais et des notifications pour y remédier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. On a dû Mm. être clair. Bon. Euh, de toute façon, le replay sera disponible du coup sur la chaîne YouTube de SVSI. Il sera également transmis en newsletter dans les semaines à venir, avant les vacances. Et les prochains webinaires seront à partir de septembre. Donc n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez traiter en webinaire ou des questions par rapport à ceux qui ont été diffusés. Nous sommes disponibles. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite. Eh ben, merci, bonne journée. Au revoir.